Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge directement dans les archives de notre discipline. En tant que soignant ou étudiant en médecine, on manipule tous les jours des concepts anatomiques ultra complexes. Mais prenons un instant pour déconstruire un mythe historique qui a la vie dure. Cette vieille idée d'un cerveau qui fonctionnerait comme un ordinateur isolé dans sa boîte crânienne. On va très vite se rendre compte que sans le reste du corps, la pensée abstraite n'existe tout simplement pas. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on commence par démonter l'illusion du cerveau isolé, puis on va explorer nos réseaux et nos sens interoceptifs, avant d'aborder les périodes critiques liées à l'action motrice, pour finir sur la plasticité corticale. C'est parti. Première partie, donc, l'illusion du cerveau isolé ou comment s'est construit ce mythe fondateur. Imaginons un instant le 19e siècle. À l'époque, la phrénologie de Franz-Joseph Gall dominait la pensée médicale. En gros, on pensait qu'une bosse spécifique sur le crâne correspondait à une fonction cérébrale totalement isolée. Heureusement, l'histoire a balayé cette idée. Aujourd'hui, on sait pertinemment que nos fonctions cognitives émergent d'une dynamique purement connexionniste. Prenons un exemple tout bête, comme le fait de jongler. Ça exige en réalité une synchronisation massive à travers tout un réseau, fusionnant la vision et les aires motrices en une fraction de seconde. Et l'échelle de ces réseaux donne littéralement le vertige. Un seul neurone peut posséder jusqu'à 10 000 connexions synaptiques. 10 000. Les données cliniques sont formelles. La puissance cognitive d'un patient ne se cache pas dans une petite zone géographique isolée du crâne, mais bien dans l'immense complexité de ce maillage. C'est vraiment la dynamique du réseau qui crée la cognition. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième chapitre, les réseaux et les sens interoceptifs. Depuis l'enfance, on nous rabâche ce modèle classique des 5 sens. Mais d'un point de vue médical, c'est largement incomplet. Pour vraiment comprendre comment fonctionne notre cognition incarnée, il faut absolument intégrer qu'il y a en fait 7 voies sensorielles fondamentales qui informent en permanence le système nerveux central. Et c'est là que l'histoire médicale a souvent fait fausse route en négligeant un sens absolument crucial, l'interoception. C'est ce fameux 7e sens, celui qui traite les signaux des viscères et du rythme cardiaque. Et attention, ce n'est pas juste de la plomberie physiologique de base. C'est un véritable pont qui module directement l'anxiété. En fait, l'état physique du corps dicte littéralement l'état psychologique. Tout ça illustre brillamment un concept fondamental. La perception, c'est lourdement constructiviste. Le cerveau ne se contente pas de s'asseoir et de regarder passivement le monde physique. La sensation brute, c'est juste une donnée de départ. La perception, elle, est reconstruite activement sous les contraintes des apprentissages passés. C'est exactement pour ça que les illusions d'optique arrivent à piéger notre cortex visuel. On projette constamment nos attentes sur les données sensorielles. Passons au chapitre 3, les périodes critiques et l'action au cœur du neurodéveloppement. Faisons un petit saut dans le temps. À la naissance, les 100 milliards de neurones d'un nourrisson sont massivement déconnectés, la génétique ne fournissant qu'un plan de base. En 1947, le chercheur Donald Hebb prouve que des rongeurs placés dans des environnements très stimulants développent beaucoup plus de ramifications dendritiques. Bref, l'environnement physique sculpte le cerveau. Ensuite, en 1965, Hubel et Wiesel découvrent l'existence de périodes critiques très strictes. Ils ont remarqué qu'en cachant un œil à un chaton pendant seulement 2 mois, le cortex refusera à vie de traiter les informations de cet œil. La fenêtre d'apprentissage est donc extrêmement limitée. Il y a une autre expérience historique fascinante pour comprendre ça, le fameux carrousel de Held et Hein en 1963. Imaginez 2 chatons qui reçoivent très exactement la même stimulation visuelle. Sauf que l'un marche activement pour faire tourner le manège, alors que l'autre se laisse simplement porter dans une petite nacelle. Le résultat est sans appel. Sans la locomotion motrice active, le chaton passif reste incapable de percevoir l'espace correctement. Face à un vide artificiel, il va carrément se jeter dedans. L'action physique est donc absolument indispensable pour coder la perception de l'espace. Et enfin, notre 4e et dernier chapitre, plasticité et idiosyncrasie corticale. Pendant très longtemps, on a cru que toute cette plasticité s'arrêtait net après l'adolescence. Mais c'est faux. L'architecture neuronale continue de réagir en permanence à l'interaction motrice. Les fameux homunculus corticaux, ces cartes de notre corps dans notre cerveau, ne sont jamais figés. Ils s'étendent ou s'atrophient continuellement tout au long de notre vie adulte en fonction des gestes qu'on répète au quotidien. Et les observations cliniques les plus modernes le confirment de manière spectaculaire. Si on entraîne spécifiquement les doigts d'un singe, on voit la zone correspondante s'élargir physiquement dans son cortex. Chez l'humain aujourd'hui, c'est exactement la même chose avec nos smartphones. L'utilisation intensive des écrans a carrément élargi la surface corticale dédiée au pouce et à l'index. Le mouvement sculpte la matière, tout simplement. Mais c'est ici qu'on découvre un phénomène clinique encore plus extrême, la plasticité transmodale.
En gros, quand une zone cérébrale est totalement privée de ses stimulations sensorielles habituelles, elle ne reste pas juste inactive dans son coin. Elle se fait complètement cannibaliser et reprogrammer par d'autres sens. Le cerveau recycle tout l'espace disponible. C'est une dynamique de réallocation incroyable. Par exemple, chez une personne aveugle de naissance, le cortex visuel postérieur est directement réquisitionné pour décoder le braille tactile. Et chez une personne sourde, c'est le cortex auditif qui se met à traiter des informations purement visuelles, comme la lecture sur les lèvres. L'adaptation de notre système nerveux dépend entièrement des sens qui restent actifs et du corps qui interagit. Pour conclure cette analyse, le véritable changement de paradigme pour notre pratique est évident. Le cerveau adulte ne sera jamais une machine à calculer froide et immuable. C'est une architecture vivante, dynamique, un véritable calque cicatriciel, forgé en permanence par les interactions du corps et les contraintes viscérales. Sans la chair, sans le mouvement, la pensée n'est tout simplement qu'une étincelle dans le vide.